Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 125 « J'entretiens ma motivation ». Aujourd'hui, j'aimerais remercier Sylvie, auxiliaire de vie, qui nous a partagé combien 2 minutes ensemble avaient apporté du sens à son travail. Je la cite. « Je testais et approuvais auprès de publics âgés avec troubles cognitifs. Des souvenirs refont surface. Les échanges sont riches de sens tout en étant drôles. Lors de mes visites à domicile, avec les cartes 2 minutes ensemble, je passe un moment agréable avec mes bénéficiaires. Ça a vraiment changé mon rapport au travail. » Excellent lien avec notre thème d'aujourd'hui. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! La semaine dernière, l'enseignant de mon fils m'a alpagué pour me dire combien mon enfant manquait de motivation, ajoutant que sans motivation, la réussite est impossible. J'ai pris conscience que moi aussi, il m'arrive de me sentir dégonflée et incapable de trouver l'énergie et la motivation pour avancer ma liste de to-do, alors qu'à d'autres moments, je suis capable de déplacer des montagnes tellement j'ai envie que mon projet avance. Que je sois manager, enseignant ou parent, je vois bien que certaines personnes sont dynamiques, créatives et vont de l'avant, alors que d'autres obéissent comme des robots, sans trop réfléchir. Et là, ça me chicote. D'où viennent ces différences? Comment faire pour maintenir cette motivation au zénith? Ce mot nous vient du latin movere qui veut dire bouger. Donc nous pourrions dire que la motivation, c'est un motif pour bouger. Ça va répondre aussi à un besoin ou un désir. C'est alimenté par une énergie et ça nécessite une direction. Nous pouvons donc dire dans un premier temps que la motivation est une force qui permet d'accomplir des choses. Mais si on va un petit peu plus loin, on se rend compte que c'est un sujet qui est récurrent depuis l'Antiquité, puisque les philosophes considèrent que la recherche du bonheur est l'exigence impérative à la base de la motivation. Depuis, ce mot et cette motivation a souvent été associé à l'organisation du travail, donc Kant exprime 2 origines de la motivation, la première étant le devoir, tandis que la seconde est la satisfaction du désir. La plupart des gens doivent travailler pour vivre, et donc il y a motivation de satisfaire ses besoins essentiels. Taylor, quant à lui, considère que l'homme est motivé uniquement par les gains financiers qu'il peut réaliser. D'autres diront que la motivation explique pourquoi l'individu décide de faire quelque chose, combien de temps il soutient son action et l'ardeur avec laquelle il la poursuit. Ce sont des travaux qui ont été réalisés par 2 chercheurs qui sont spécialisés dans la motivation à l'Université de Michigan en 1996. Il s'agit de Pintrich et de Schnuck. On se rend compte que le nombre de définitions du terme motivation est presque aussi grand que le nombre de chercheurs et théoriciens sur cette thématique. Alors aujourd'hui, nous allons l'aborder sous l'angle de la théorie de l'autodétermination qui a été conceptualisée par Deci et Ryan, 2 chercheurs américains, en 2002. Rappelons également que d'un individu à un autre, le niveau de satisfaction des besoins va différer. Nous comprenons assez intuitivement que la motivation va dépendre des besoins que l'on a. Ainsi, chacun est très motivé pour assurer sa subsistance chaque jour. Effectivement, quelqu'un qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours sera très motivé pour chasser, pêcher ou plus simplement aller faire ses courses. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que plus les besoins primaires sont assouvis, plus les rouages qui expliquent le fonctionnement de la motivation sont complexes. Parce qu'en fait, on atteint les sphères du désir et de l'épanouissement personnel. Alors, qu'est-ce que la théorie de l'autodétermination? Deci et Ryan, en 2002, vont à la suite de leurs recherches détacher 3 types de motivation. Premier type de motivation, la motivation intrinsèque. Elle se manifeste lorsque nous nous lançons dans une activité de façon spontanée et libre pour l'intérêt ou le plaisir que nous y trouvons. En effet, l'activité étant sous le contrôle de l'individu et conforme à ses propres valeurs et attentes, tout ça va lui apporter une forme d'autosatisfaction et de plénitude. C'est typiquement l'expérience d'un ado féru de lecture qui passe ses après-midi à lire compulsivement Harry Potter au lieu d'aller retrouver ses copains ou faire ses devoirs.
Il prend tellement de plaisir à lire qu'il est motivé à continuer son effort. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est le plus haut niveau d'autodétermination. Deuxième type de motivation, la motivation extrinsèque. Cette motivation nous renvoie à une activité effectuée pour des raisons qui nous sont extérieures. À l'inverse de la motivation intrinsèque dont je vous parlais avant, les objectifs extrinsèques pourraient se résumer en 2 mots. Pression sociale. C'est l'effet du groupe, l'effet de mode, celui des normes sociales, la culture, qui nous force à devenir comme ci ou comme ça. Par exemple, c'est lorsque je cherche à tout prix à perdre 5 kilos pour correspondre un peu mieux au canon de beauté, sans me demander si je me sens vraiment trop ronde en soi ou trop ronde par rapport aux autres. Pour reprendre l'exemple de la lecture, c'est l'élève qui se force à terminer Madame Bovary juste pour obtenir une note correcte à sa fiche de lecture ou parce que, s'il a une mauvaise note, il risque de provoquer la colère de ses parents. Dans la motivation extrinsèque, l'activité est donc poursuivie en vue d'atteindre un but externe à l'individu. Ce dernier est, en réalité, influencé par des facteurs extérieurs, dans notre cas, pour Madame Bovary, la note ou bien l'engueulade. Si nous nuançons un petit peu, nous pouvons nous rendre compte que, en fait, la motivation peut d'abord être extrinsèque et puis ensuite devenir intrinsèque. Prenons l'exemple d'un enfant que ses parents inscrits à un cours de musique. L'enfant y va par curiosité au début, peut-être à reculons ou simplement sans rien dire, car il voit que c'est important pour ses parents. Nous sommes bien dans le cas d'une motivation extrinsèque. Si l'enfant est assidu à ses leçons de solfège et s'il est suffisamment intéressé, il pourra s'engager dans cette pratique pour voir de réels progrès et en retirer lui-même de grandes satisfactions. L'enfant peut prendre alors la décision de continuer cette activité musicale. Et alors, sa motivation devient intrinsèque. Alors, le troisième type de motivation, donc après la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque, il s'agit de la motivation, c'est-à-dire l'absence de motivation. C'est le cas lorsque nous nous lançons dans une activité sans savoir précisément pourquoi et sans savoir ce qu'elle peut nous apporter. Vous voyez, c'est un petit peu comme une sorte de résignation. Imaginez le jeune qui traîne la savate pour aller travailler, le salarié qui fait tout juste ce qu'on lui demande sans rien remettre en question, ou alors le rendez-vous à prendre chez le dentiste qui reste des mois sur la liste de to-do. C'est bien le niveau le plus bas de l'autodétermination. Peut-on avoir une influence sur sa motivation ? Effectivement, est-ce que les actions venant de l'extérieur vont augmenter la motivation intrinsèque de quelqu'un ? Est-ce que ça va la diminuer ou bien ça le laisse inchangé ? Une expérience a permis de trouver une réponse à cette question. Un groupe de jeunes aimant faire des puzzles a été séparé en 2 groupes. Un groupe touchait de l'argent s'il réalisait correctement des puzzles et l'autre faisait ses puzzles juste pour le plaisir. Le résultat est sans appel. Les étudiants payés pour faire des puzzles sont devenus dépendants de la récompense, alors que ceux qui ne l'étaient pas continuaient de faire des puzzles pour le simple plaisir de les faire. L'expérience est allée plus loin. Ils ont utilisé la menace dans le cas de non-résolution des puzzles. Même constat. Les étudiants menacés réagissent comme ceux qui sont payés. Ils deviennent dépendants de la menace. En résumé, si une personne a une motivation intrinsèque et une récompense extrinsèque, c'est-à-dire une récompense qui vient de l'extérieur, comme une récompense ou une menace, alors sa motivation, à terme, va diminuer. Par contre, si la récompense se fait par un feedback positif, en mots, en compliments, en encouragement, alors la motivation intrinsèque augmente car elle donne à la personne un sentiment de compétence et de détermination. J'ai passé du temps à créer cette présentation et mes collaborateurs m'ont remercié et félicité de mon travail. Je suis tout content et ça me donne des ailes pour continuer. Et dans le cas d'un échec, que se passe-t-il, me direz-vous ? Sans surprise, que ce soit lors d'une tâche que la personne n'arrive pas à faire ou lors de rétroactions négatives, la motivation intrinsèque va diminuer. Si je vais plus loin, donc pour conserver une motivation intrinsèque, chacun de nous aurait besoin d'une forme de contrôle interne. Un contrôle qui viendrait valider que nous sommes bien en phase avec nos valeurs, en lien avec nos compétences et qui nous donne une sorte d'autonomie. Cette manière de voir va vraiment à l'encontre de ce qui se passe à l'école
où, dès son entrée, l'enfant subit des récompenses extrinsèques avec des notes, un contrôle et la menace. Ce contrôle interne nous permet de préserver notre amour-propre et notre sentiment de valeur personnelle. Maslow soutient d'ailleurs que ces contrôles internes sont moins angoissants et mènent à une plus grande solidité mentale. En résumé, pour garder une bonne motivation, donner des compliments et encourager semble bien plus efficace qu'une carotte ou un bâton. Allez, je change de regard. Quels sont donc les piliers de la motivation ? Pour compléter, la motivation intrinsèque et le degré d'autodétermination peuvent être effectivement augmentés si 3 besoins psychologiques fondamentaux sont satisfaits. Et on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure à propos du contrôle interne. Premier besoin, le besoin d'autonomie. Ce besoin est satisfait lorsque nous nous sentons à l'origine de nos actions et de nos comportements. C'est aussi lorsque nous accomplissons des choses pour nous et non pour répondre à une attente extérieure ou pour atteindre un standard. Par exemple, je veux être la personne qui choisit pour moi en fonction de ce qui est important pour moi. J'ai 3 enfants en bas âge, c'est important pour moi d'être présent auprès d'eux. Je décide donc de prendre un poste à temps partiel pour pouvoir mieux m'organiser. Peu importe ce qu'en pense mon entourage, ma hiérarchie, je le valide avec mon conjoint et je me lance. Le deuxième besoin psychologique fondamental, c'est le besoin de compétence. Comme son nom l'indique, ce besoin est satisfait lorsque nous nous sentons capables, lorsque nous nous sentons efficaces pour accomplir certaines tâches, parfois plus difficiles que d'autres. Cela nous permet de prendre confiance en nous, de renforcer notre contrôle interne sur notre environnement, ce qui est source de nombreux bienfaits comme le sentiment de légitimité. Par exemple, mon boss me demande un dossier fouillé sur un sujet pointu. Je suis un peu impressionné qu'il me le demande à moi. En y réfléchissant, je prends conscience que j'en ai les compétences. J'ai fait une spécialisation dans ce domaine lors de mes études. Faire cette présentation est un défi pour moi. Je me sens prêt à le relever car j'en ai les compétences et je vais sûrement beaucoup en apprendre. Le troisième besoin psychologique fondamental est le besoin d'appartenance sociale ou le besoin d'affiliation. Nous en avons parlé dans notre bulle de bonheur numéro 79, je crée du lien social. Notre relation aux autres est un ingrédient indispensable à notre bien-être. D'après Deci et Ryan, le besoin d'appartenance est satisfait lorsque nous nous sentons connectés à un groupe, mais aussi que nous nous y sentons importants. Nous l'avons confirmé lors d'une étude que nous avons réalisée pour mesurer l'impact de nos cartes de 2 minutes ensemble sur le bien-être des seniors autonomes. Les résultats ont mis clairement en évidence que jouer aux cartes de 2 minutes ensemble non seulement crée du lien social, mais en plus augmente de manière significative la perception de l'intégration sociale et la réassurance de sa valeur. En résumé, les personnes se sentent appartenir à un groupe qui les reconnaît, et ça c'est véritablement fondamental. Ces relations avec les autres sont indispensables, que ce soit dans le travail, dans le sport, dans la famille ou dans toute autre activité. Nous comprenons ainsi mieux toutes les difficultés psychologiques que nous rencontrons tous avec la pandémie et le fait d'avoir peu d'interactions sociales avec les autres. Notre besoin d'appartenance n'est plus rempli et la visio ne remplace pas le présentiel. Nous avons tous besoin de nous voir en vrai. Comment entretenir notre motivation ? Alors, plusieurs pistes. Première piste, connaître ses forces. Plutôt que de s'intéresser à nos manques, regardons plutôt nos ressources, parce que nos ressources vont nous permettre de développer notre confiance en nous-mêmes et notre bien-être. Peterson et Seligman définissent les forces de caractère comme les ingrédients psychologiques décrivant les vertus morales. Je vous renvoie pour ça à notre bulle de bonheur numéro 24. Alors ce sont 24 forces qui vont permettre à chacun de trouver sa motivation et surtout de rester motivé dans ses tâches à accomplir. Par exemple, si ma force principale est l'honnêteté, et je suis comptable, donc je vais avoir à cœur de fournir des comptes organisés et justes, parce que tout ça, ça va être en cohérence avec ma propre valeur. De ce fait, ma motivation sera importante pour mener à bien cette tâche. Deuxième piste, c'est essayer de trouver le flow. Lorsqu'un individu réalise une action intrinsèquement motivée, il peut connaître un état de forte concentration, d'engagement, de contrôle de la situation et de clarté des objectifs
associée à un état affectif positif. C'est une expérience au cours de laquelle les personnes sont très engagées dans leurs activités au point d'oublier le temps, voire même de manger et de boire. C'est Mihaly Csikszentmihalyi, ce psychologue hongrois au nom imprononçable qui a défini cette expérience de flow en 1990 dont on a parlé longuement dans notre bulle de bonheur numéro 91. Quand on est en état de flow, on a le sentiment alors que l'objectif est proche et que l'on va l'atteindre. On ressent du plaisir. Ça a de fortes répercussions sur le bien-être et sur le bon fonctionnement personnel car il permet à l'individu de persister dans sa tâche. Une troisième piste pour entretenir sa motivation, c'est être en lien avec ses valeurs. Le système de valeurs d'un individu se construit au cours de son éducation et de ses expériences personnelles. Il est important qu'il y ait une cohérence entre ses valeurs et ses actions. Une bonne correspondance entre valeurs et actions augmente évidemment le bien-être. Pour cela, je vous renvoie à notre bulle de bonheur numéro 108. Par exemple, j'ai accepté un poste de commercial dans une association qui défend une cause qui me parle. Je suis prête à accepter de recevoir une rémunération un peu inférieure à celle du marché, car cette association a une mission qui correspond à mes valeurs. Et en plus, les collègues avec qui je travaillerai partagent aussi ces valeurs. Ça donne donc du sens à mon engagement et ça me motive. Dernier point à rajouter, c'est qu'il est aussi essentiel pour entretenir la motivation de définir des objectifs à court, à moyen et à long terme. Et hop, je me lance. Si je résume. 1. La motivation donne envie de bouger et répond à un objectif précis. 2. La motivation est souvent liée à nos valeurs et s'appuie sur nos forces. 3. Compétences, autonomie et lien social sont directement connectés avec notre motivation. À vous de jouer, chers auditeurs. Tirez une carte de 2 minutes ensemble et rappelez-vous un moment où vous avez déplacé des montagnes. Quelles sont les sensations que vous aviez éprouvées? À quelle force avez-vous fait appel? Et quelles sont les valeurs que vous y avez trouvées? La petite mousse de cette semaine est à tester, car elle a un goût nouveau. Si vous n'essayez jamais, vous ne réussirez jamais. Mais si vous essayez, vous risquez de vous étonner vous-même, nous dit Charles-Augustin Sainte-Beuve. Alors soyez curieux. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.